Nous, on voit énormément de clients qui viennent vers nous qui disent voilà, moi j'ai acheté à 25 ans, je suis en train de revendre le bien immobilier à 30 ans, je suis en train de faire les calculs de mon opération, elle est catastrophique financièrement. On vous dit que s'il faut faire de l'investissement, c'est que de l'immobilier, que les actions, c'est trop risqué, c'est pas intéressant, c'est fait pour perdre de l'argent et avoir que des cracks financiers. Bien sûr, c'est des fausses croyances, ça c'est un des grands défauts qu'on peut avoir en France. Il n'y a pas d'éducation financière quasiment, donc c'est plutôt des on-dit, c'est des croyances des parents qui eux-mêmes les ont peut-être héritées de leurs propres parents, et ça se renouvelle de génération en génération. Parce que le temps c'est de l'argent et vous allez comprendre que le temps c'est un effet de levier énorme dans vos investissements. Donc plus vous commencez tôt, plus c'est intéressant pour vous. Et aujourd'hui, sur l'art de la gestion patrimoniale et financière, on va parler des 3 erreurs financières que 90% des gens font sans le savoir. Je suis avec Guillaume Bonnet pour en parler et on va commencer très rapidement avec la première erreur que font beaucoup trop de personnes, et pourtant on a beau le dire, le rabâcher, le redire et encore le redire, c'est d'acheter sa résidence principale trop vite. Eh ouais, parce que le problème quand on achète la résidence principale, c'est que c'est censé être un engagement sur le long terme avec sa résidence principale. Et pourquoi ça peut être une erreur quand on le fait trop tôt ? Parce que on le dit très régulièrement, mais si dès que vous entrez dans la vie active, vous vous dites « Allez, j'ai une capacité d'épargne, je vais l'utiliser pour aller acheter ma résidence principale », le problème c'est que vous êtes au début de votre vie active, donc il peut y avoir pas mal de changements qui se passent. Vous avez entre 25 et 35 ans, vous êtes peut-être pour le moment célibataire, en couple, etc. Il n'y a pas encore d'enfants, il y en aura peut-être par la suite si c'est des projets. Vous avez une instabilité professionnelle, encore plus sur les nouvelles générations où on sait que ça change très régulièrement de poste, d'entreprise, de ville, de région. Donc il y a cette instabilité-là qui peut jouer. Une résidence principale, ça peut nous clouer à un endroit, ça peut nous empêcher de bouger et ça peut être une vraie problématique qui nous oblige finalement à revendre rapidement. Donc on n'a ni stabilité familiale, ni stabilité professionnelle, et cette double instabilité nous fait qu'on n'a pas de stabilité géographique non plus et qu'on peut être amené à bouger. Et on va le voir, c'est tout le but aussi d'en parler là. Cette instabilité sur ces 3 points-là, ça peut nous faire perdre pas mal d'argent si on va trop vite sur une résidence principale qui a de fortes chances de ne pas être la bonne dans 5 ans ou dans 10 ans. Nous, on voit énormément de clients qui viennent vers nous qui disent voilà, moi j'ai acheté à 25 ans, je suis en train de revendre le bien immobilier à 30 ans, je suis en train de faire les calculs de mon opération, elle est catastrophique financièrement. Je fais le calcul. Vous achetez une résidence principale, elle est à 450 000 euros. Déjà, vous avez un beau budget. Vous payez ça 450 000 euros ? Non, vous payez ça 500 000 euros avec les frais de notaire et les frais d'agence. 50 000 euros déjà de frais qui partent comme ça dans la nature, mais qui peuvent être remboursés si on revend le bien immobilier au moins 450 000, voire un peu plus à long terme. On vend au bout de 5 ans. On a emprunté la totalité des 500 000 euros. Et donc, quand on rembourse tous les ans, on a du capital à rembourser, des intérêts. En année 1, la mensualité et l'annuité à l'année au global, elle est de 29 000 euros. Ça veut dire que vous remboursez à peu près 2 500 euros par mois. Eh bien, sur ces 29 000 euros d'annuité, vous avez 12 000 euros de capital remboursé, 17 000 euros d'intérêt. Les 17 000 euros d'intérêt, vous ne les retrouverez jamais. C'est 17 000 euros qui partent à la banque. L'année 2, c'est 14 000 euros de capital, 15 000 euros d'intérêt. Et jusqu'à l'année 5, on est presque à une totalité en termes de capital et d'intérêt qui est équivalente. Concrètement, sur les 29 000 euros d'annuité, vous avez payé en moyenne 14 500 de capital, 14 500 d'intérêt. Donc il y a beaucoup d'intérêts qui sont partis dans les poches de la banque. Eh bien, si vous revendez en année 5 au même prix que vous avez acheté, vous avez perdu au total 59 000 euros. C'est énorme. C'est énorme. 59 000 euros à loyer constant à côté, et ainsi de suite. Donc c'est juste une catastrophe financière en termes de pertes financières. Et ce qu'on peut remarquer, effectivement, c'est quand on achète à 24, 25, 26, dans les premières années de vie active, malheureusement, ça arrive très souvent de revendre dans les 5-10 premières années. J'ai envie de dire qu'à partir de 12-13 ans, comme l'a dit Meilleurtaux, ça peut devenir rentable. Dans certaines villes, même peut-être avant. Mais dans les 5 premières années, c'est très rarement rentable. Ouais, et c'est typiquement des âges où on sait qu'on n'est pas stable. Donc, plutôt que se pencher sur absolument la résidence principale pour se dire au moins ce que je payerai tous les mois, parce que c'est souvent la réflexion derrière, c'est j'ai la capacité de m'endetter, j'ai pas envie de payer un propriétaire sur un bien locatif. Mais parfois, le bien locatif, déjà, ça vous coûtera peut-être un peu moins cher mensuellement. Et en plus, si vous avez besoin d'une pièce supplémentaire, c'est un préavis de départ et vous changez de bien et vous allez dans un bien mieux situé ou situé un peu plus loin du centre si vous voulez économiser un peu pour avoir plus grand, etc. Et en tout cas, vous avez une plus grosse liberté. Ça ne veut pas dire que votre capacité d'emprunt, vous faut pas l'utiliser. On peut le faire via un investissement locatif, mais réfléchissez beaucoup. Réfléchissez bien avant de vous lancer sur votre première acquisition en résidence principale. On ne dit pas
que c'est une réponse qui est de but en blanc pour tout le monde. Il y a peut-être des profils à 24 Tout à heures qui fait. sont stables, Exactement. qui ne vont pas bouger géographiquement. À ce moment-là, allez-y, ça sera effectivement pertinent. Mais faites très attention, en tout cas, ça doit être bien regardé avant de lancer les hostilités. Et pour les profils encore plus smart, pourquoi pas réfléchir à votre résidence principale, si vous êtes vraiment célibataire sans enfant, à une résidence principale qui pourrait correspondre par la suite à un investissement locatif. Et à ce moment-là, vous pourrez muter un objet de résidence principale à un objet d'investissement locatif et faire une opération qui est pas si mal en termes de rentabilité. Juste attention à la revente rapide d'un bien immobilier. À part les marchands de biens qui sont spécialistes là-dedans pour faire de l'acquisition et de la revente et gagner de l'argent, la plupart des particuliers qui le font perdent de l'argent quand on n'est pas connaisseur dans les 5 premières années. Avant de passer à la deuxième et troisième erreur que font 90% des gens, on va vous demander de continuer à vous abonner à notre chaîne YouTube ou Spotify ou Apple Podcast ou Deezer, bref, la plateforme de votre choix et la plateforme d'écoute que vous avez choisie. On a besoin de vous pour continuer à vous offrir un contenu de très haute qualité. Et chaque fois que vous regardez un épisode, si le contenu vous plaît, vous pouvez bien sûr vous abonner, ça on vous y encourage, mais aussi commenter, on répondra aux commentaires, booster la vidéo, c'est une possibilité sur YouTube, et tout simplement nous aider à gagner en visibilité. Donc on vous remercie par avance de nous aider. Allez, pour l'erreur numéro 2, c'est croire ce que tu apprends à l'école ou même ce que tu apprends de tes parents ou grands-parents en termes d'éducation financière. Je pense ici notamment à trouver à tout prix un CDI ou attendre parce que l'immobilier locatif, c'est dangereux. Attention, ne faisons pas d'immobilier locatif. Ou encore une fois, attention à la bourse. Attention à la bourse parce que la bourse, c'est une catastrophe sur le long terme. Ça, c'est un peu les idées reçues qu'on peut recevoir. On est d'accord ? Ouais, effectivement. Alors, on les reçoit effectivement de sa famille, de ses parents, de ses proches qui vont tous avoir eu un peu le même moule. Hein. En France, on a plutôt une pierre dans le ventre et donc c'est plutôt l'immobilier qui va être encouragé. On vous dit que s'il faut faire de l'investissement, c'est que de l'immobilier, que les actions, c'est trop risqué, c'est pas intéressant, c'est fait pour perdre de l'argent et avoir que des cracks financiers. Bien sûr, c'est des fausses croyances. Et au niveau de l'école, je dirais même de l'école, des universités, des écoles de commerce, on est plutôt formé basiquement pour être un bon salarié en CDI et c'est plutôt vers ça qu'on va. Il n'y a aucune formation, pour le coup on ne peut pas trop avoir d'idées reçues sur tout ce qui va être fiscalité, entrepreneuriat ou d'autres aspects de l'investissement financier. Parce que tout simplement, il n'y a pas de formation dessus. Donc ça, c'est un des grands défauts qu'on peut avoir en France. Il n'y a pas d'éducation financière quasiment. Donc c'est plutôt des on-dit, c'est des croyances des parents qui eux-mêmes les ont peut-être héritées de leurs propres parents. Et ça se renouvelle de génération en génération. C'est une roue qu'on essaye de casser, nous, à travers les contenus qu'on fait, pour dire aux gens que non, l'investissement en action, c'est pas forcément des pertes d'argent. C'est une stratégie à mettre en place, même s'il y a toujours un risque en face. Et ça, il faut le dire aussi. L'immobilier, oui, pourquoi pas, mais ça correspond pas à tout le monde. Il faut bien réfléchir aussi. Il présente aussi un risque, cet investissement-là. Donc, il y a plein de croyances à casser, entre guillemets, et d'autres à faire naître aussi chez les gens pour des croyances qui seraient avérées et sur lesquelles on sait que ça peut permettre soit de préparer son avenir, la retraite, etc. Il y a plein de choses à faire et à mettre en place. Ouais, je pense qu'on a trop d'idées reçues. Acheter sa résidence principale en premier, c'est une idée reçue. La bourse, attention, c'est une idée reçue. On a beaucoup d'idées reçues et toutes ces idées reçues, il faut les rebattre, se battre et batailler pour soit les mettre dans l'autre sens, c'est-à-dire dire non, c'est une idée reçue, mais regarde, moi j'ai fait ça et ça a très bien marché. Soit batailler et argumenter. Après, j'aime pas moi batailler et argumenter avec des gens qui n'ont pas fait. Moi, j'ai tendance à croire ce qu'ils font. Donc parler avec quelqu'un qui a pas fait d'immobilier locatif et qui m'explique comment ça fonctionne, j'en ai rien à foutre. Je préfère écouter quelqu'un qui a fait de l'immobilier locatif et de savoir de quoi il parle. Moi j'en ai fait, je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle quand j'ai des emmerdes en termes du quotidien, d'immobilier locatif et ainsi de suite. On sait de quoi on parle quand on fait le métier, on sait de quoi on parle quand on investit. C'est pareil avec nos clients. Nous on fait de l'investissement financier. Quand on investit en bourse avec nos clients, on le fait nous-mêmes et on sait ce que ça veut dire la volatilité sur les marchés. Quelqu'un qui vous conseille d'aller faire un investissement immobilier Pinel pour réduire votre fiscalité, est-ce qu'il l'a fait lui-même, l'immobilier Pinel ? Donc, essayez aussi d'avoir cette conviction de croire des personnes qui ont fait et qui peuvent vous raconter une vraie expérience. Parce que les idées reçues de nos parents ou de l'oncle au repas de famille qui va nous dire « Oh là là, moi j'ai investi dans l'or cette année, ça a fait plus de 100%. » Regardez son portefeuille s'il avait vraiment investi dans l'or déjà, parce que ça se trouve il vous dit ça juste pour vous faire croire que c'est le meilleur investisseur du monde. Mais regardez son portefeuille et analysez ce que vous voyez. Et pour croire, il faut voir pour moi.
Et surtout, il faut savoir développer sa connaissance financière aussi en regardant des podcasts, en lisant des livres, en vous documentant, en faisant des formations, etc. Tout ce qui peut vous permettre tout simplement d'en savoir plus, d'avoir les clés de compréhension pour savoir si ce que vous propose votre banquier, votre conseiller, etc. Est quelque chose d'intéressant. Si on dit de votre oncle, de votre tante, de votre coiffeur, peu importe, qui vous dit le Bitcoin, l'Ethereum, l'or, effectivement tous ces investissements dont on entend parler à l'actualité quand ça performe bien, est-ce que c'est vraiment pertinent de le faire? Sous quelle stratégie, sous quel horizon de placement? Parce que bien sûr, tout placement peut être pertinent à un instant T sur telle ou telle durée, mais c'est pas parce que, et c'est surtout pas parce que un investissement a fait plus 100 ou plus 150% que c'est le bon investissement à faire en ce moment. Parce que s'il a déjà fait 150%, est-ce qu'il va les faire à nouveau? Ou est-ce qu'au contraire, vous entrez sur un haut de marché? Et là, on parle de tout ce qui peut être effet de moutonnier, les biais cognitifs, les biais comportementaux qu'on peut avoir quand on investit. C'est ça qu'il faut éviter. Et pour les éviter, il faut les connaître. Il faut avoir conscience que ça peut jouer sur nous. Et même si vous pensez expert dans quelque chose ou si vous l'avez beaucoup fait, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas amené à être soumis à ces biais-là aussi. Exactement. Troisième erreur, et c'est une erreur qu'on voit couramment dans nos proches, dans nos amis, dans nos clients, c'est de vivre au-dessus de ses moyens. Parce que le temps, c'est de l'argent, et vous allez comprendre que le temps, c'est un effet de levier énorme dans vos investissements. Donc plus vous commencez tôt, plus c'est intéressant pour vous. Je rappelle une chose, je vais prendre un exemple simple avant de dire pourquoi vivre au-dessus de ses moyens, c'est une bêtise. Déjà un exemple simple de quelqu'un qui gagnerait 3 000 € par mois. L'un met 500 € par mois de côté, l'autre met 0 parce qu'il dépense tout. Ou parce qu'il a un train de vie qui est bien trop élevé par rapport à ce qu'il devrait avoir. Eh bien, d'un côté, le premier qui met 500 € par mois de côté, au bout de 5 ans, il aura déjà 34 000 €. Au bout de 10 ans, il aura 83 000. Au bout de 15 ans, 150 000. Et au bout de 20 ans, 240 000. Ce que vous devez retenir ici, c'est deux chiffres. Au bout de 10 ans, il a 83 000. Au bout de 20 ans, il a 240 000. Vous allez me dire pourquoi il n'a pas 166, c'est-à-dire le double des 83 000. Parce que les premiers euros qu'il a mis à l'époque ont fait beaucoup plus d'euros par la suite. Donc ça veut dire que même si la personne d'après commence quand l'autre a déjà 10 ans devant lui, il a déjà perdu les 10 premières années les plus importantes de sa vie en termes de capitalisation et d'investissement financier. Donc moi, ce que je dis là, c'est de commencer le plus tôt possible parce que 500 € par mois à 7% de rendement, sur 10 ans, ça fait déjà 83 000 et sur 20 ans, ça fait 240 000. Mais vous avez compris que l'effet de levier est intéressant. Et donc imaginez au bout de 30 et au bout de 40 ans ce que ça peut donner en termes de chiffres. Ouais, donc en fait, ce qu'il faut retenir ici, c'est que avant tout, il faut éviter de faire de la dette qui va vous permettre d'acheter aussi des passifs et qui va augmenter votre train de vie, mais artificiellement, parce qu'en fait, c'est de l'argent que vous n'avez pas, dont vous ne disposez pas, et qui va enclencher une sorte de cercle vicieux où à chaque fois vous courez après cet argent qui n'est plus à vous et que vous devez plus à la banque que à votre retraite ou à votre épargne. Un autre point, je pense, qui est intéressant, et c'est l'inverse d'une erreur, c'est une bonne pratique à avoir, c'est de se payer en premier, c'est ce qu'on dit à chaque fois, hein, c'est quand vous avez la paye qui arrive, début de mois ou toute fin de mois, vous avez à mettre en place un versement mensuel, un prélèvement pour que directement cette stratégie de capitalisation, elle soit la première à être prise sur votre paye. Et comme ça, derrière, au moins, vous savez que ce qui reste, vous pouvez le dépenser, vous pouvez faire face à vos dépenses du quotidien et vous faire vos petits plaisirs, cinéma, restaurant, vacances, etc. Mais vous êtes payé en premier. Et c'est le vous du futur, entre guillemets, qui vous remerciera parce que vous avez pensé à lui. Mais c'est quelque chose qui est très difficile à faire, de penser à l'après et de se dire, bon, je me prive un peu aujourd'hui pour que plus tard ça soit payant, et on le voit qu'avec les stratégies de capitalisation, vous pourrez bien vous remercier dans 15-20 ans, une fois que les intérêts auront fait des intérêts et qu'il y aura un beau capital qui vous permettra de profiter par la suite. Et si vous êtes reconnu dans l'une de ces erreurs, arrêtez tout de suite cette erreur, sauf si c'est impossible, bien sûr, pour des raisons personnelles. On vous dit de continuer à ce moment-là à faire cette erreur, mais le but c'est de les arrêter le plus vite possible. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, à Spotify, à Apple Podcast ou à Deezer. C'est important pour nous d'avoir de l'abonnement pour continuer à vous offrir un contenu de très haute qualité. N'hésitez pas également à liker, commenter ou partager. Et si vous avez besoin d'éducation financière, c'est-à-dire l'erreur numéro 2, j'ai le livre pour vous. Le livre, c'est Construis ton patrimoine. Il a été écrit par moi-même, Jean-François Delage et Guillaume Bonnet. Et ce livre, s'il est entre vos mains, ça va changer votre vie tout simplement.